cette lumière est vraiment jolie et elle signifie que le soleil est en train de se coucher, etc. Vous savez, c'est golden hour, etc. Toujours très agréable. Sauf quand il est 15h45. Ouais. Oui, ici en Angleterre, le soleil va bientôt se coucher. Il est littéralement 4h de l'après-midi. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Chin, allez, vas-y. Oh, trinque. J'ai failli vraiment mettre du thé sur la caméra et ça aurait été vraiment stupide. J'ai besoin de théine aujourd'hui. Oui. Et ce bol qui est assez énorme contient simplement assez de thé pour que je puisse tourner cette vidéo. C'est la deuxième fois que j'essaye de tourner cette vidéo, j'ai essayé de la tourner hier et je passais mon temps à appeler un des personnages principaux d'un livre Marc alors qu'il s'appelle Tom. Bon voilà, le prénom est pas très original mais comme dirait ma grand-mère, je n'étais pas au monde. Donc je pense qu'aujourd'hui ça va mieux se passer et je vais réussir à vous parler des 4 livres que j'ai lus en ce début du mois de novembre. Et l'univers a entendu mes appels, je disais univers, envoie-moi un coup de cœur, envoie-moi de la bonne lecture. Et l'univers m'a dit, n'aie crainte, je vais t'envoyer After the Silence de Louise O'Neill. Oh, c'est mon nouveau coup de cœur, il n'y a pas à tortiller, c'était juste magistral, c'était génial. C'est le nouveau livre de Louise O'Neill qui est paru cette année, en 2020, octobre 2020. Louise O'Neill, c'est mon autrice préférée. Elle a écrit notamment Asking for It, qui traite du sujet du viol et de la culture du viol. Et donc, même si elle s'essaye à un genre qui est un peu différent, puisqu'on est vraiment dans du thriller, du roman psychologique avec mystère, on va rester dans le même style, dans le sens où on se concentre vraiment sur un destin de femme dans la tourmente, qui est un des personnages principaux, Killeen Kinsella. Pour vous faire un petit résumé, Nessa Crowley est décédée par une nuit de tempête sur l'île de Innisrun, qui est une île irlandaise dans le sud-ouest de l'Irlande. Elle a été retrouvée morte dans le jardin du couple Henry et Killeen Kinsella, qui faisait une grosse fête pour l'anniversaire de cette dernière. Et donc bien sûr c'est un peu gênant quand il y a un meurtre dans ton jardin et que toi tu fais la fête juste à côté. Bon, donc évidemment il y a des gens qui sont suspectés, notamment eux, il faut le dire, mais personne n'est arrêté. Et 10 ans plus tard, il y a 2 mecs qui arrivent sur l'île, 2 Australiens, pour faire un documentaire sur la mort de Nessa Crowley. Et ils vont remuer pas mal de merde. Ah, voilà. Autant le plot est plutôt de base, même si l'idée du documentaire est hyper originale parce qu'on a donc 2 timelines plus le documentaire. Les 2 timelines, c'est le moment et les mois qui précèdent la mort de Nessa Crowley, le moment où les 2 Australiens arrivent et commencent à faire le documentaire 10 ans plus tard, et les interviews qu'il y a dans le documentaire. Donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est très bien construit. De toute façon je ne vais pas être objective dans ma review de ce livre. J'ai adoré la manière dont elle écrit ce mystère qui est le centre de l'intrigue, mais en même temps c'est pas forcément la chose la plus importante puisqu'on va vraiment aussi se concentrer sur le personnage de Killeen Kinsella, qui est née sur cette île, qui est vraiment une native de l'île et qui a épousé un étranger qui est Henry Kinsella, qui est d'une famille anglaise je crois. On fait pas confiance en fait aux étrangers sur l'île et on se connaît très bien, tous les habitants se connaissent, etc. Ce qui est hyper propice pour une ambiance de huis clos sur l'île. Et puis le fait est aussi que la personne qui a assassiné Nessa Crowley ne pouvait pas quitter l'île, en fait, n'a pas pu quitter l'île puisque il y avait une tempête. Louise O'Neill, elle va pas vouloir nous faire des plot twists de malade, elle va pas vouloir nous surprendre en fait. C'est pas du tout son but avec ce livre, puisque on a des gens qui sont suspectés dès le début et en fait il va s'avérer que on va se demander qui a tué Nessa Crowley entre à peu près 2-3 personnes, mais les suspects sont connus de tout le monde d'ailleurs sur l'île depuis 10 ans et voilà, personne n'a ni la police, ni les habitants, ni la famille de Nessa Crowley, ni les Kinsella, personne n'a réussi à savoir et à traduire quelqu'un en justice en gros. Et en fait
plus ou moins on va rester sur ce postulat et on va juste découvrir et avoir une plongée au cœur de toutes les vicissitudes de l'âme humaine en gros, et de tout ce qui est très peu reluisant, puisqu'on va pas du tout tomber dans une dichotomie entre le bien et le mal, les personnes qui sont bonnes, les personnes qui sont mauvaises, etc. On va pas être du tout dans l'exaltation de sentiments comme la justice, l'amour éternel ou l'amitié ou ce genre de choses. Vraiment on va être en fait dans quelque chose de très réaliste qui s'appelle la réalité et la vie, et on va avoir des sentiments très peu reluisants dans à peu près tous les personnages, et c'est ça qui est aussi une force de Louise O'Neill, c'est que la plupart de ses héroïnes ne sont pas vraiment très aimables, au contraire certaines sont même carrément détestables. C'est pas facile de s'attacher facilement à ces personnages. Pour autant, Keeleen, je pense, c'est l'héroïne la plus attachante qu'elle ait pu écrire, puisqu'elle écrit quasiment exclusivement sur des personnages principaux féminins, et souvent qui ont beaucoup de défauts, vraiment, qui des fois prennent le pas sur leur qualité, hein. Et on va parler d'abus domestiques, de violences conjugales, on va parler de restrictions alimentaires, on va parler de dépression, on va parler vraiment d'énormément de choses, de faire les mauvais choix, de prendre la mauvaise route et ensuite d'être un peu embourbée dans cette fameuse route. Ce livre m'a déchirée vraiment de part en part et ensuite a essayé de me remettre un peu ensemble, mais finalement en fait je suis restée assez... Vraiment, de toute façon les livres de Louise O'Neill me brisent le cœur. Comme vous pouvez vous en douter, après cette lecture qui était assez coup de poing, une énorme claque, il faut le dire, dans ma face, j'ai eu envie de lire un truc hyper léger et je me suis tournée vers une romance qui est, du coup j'ai lu 99% Mine de Sally Thorne, qui a écrit The Hating Game, que j'ai lu au mois de février ou mars, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et ça c'est un autre de ses livres. On va suivre deux personnages principaux plus ou moins. Darcy, elle est très clairement entre deux phases de sa vie, puisque elle était photographe de mariage, d'anniversaire, ce genre de choses, d'événements en fait, et sa grand-mère est décédée. Et ça fait 6 mois à peu près, elle a arrêté la photographie, elle est barmaid dans un bar de la ville de sa grand-mère, puisqu'elle habite dans la maison de sa grand-mère décédée. Et on va avoir le deuxième personnage principal qui est Tom, qui va venir l'aider à rénover la maison, puisque dans son testament, la grand-mère a légué sa maison à ses deux petits-enfants, qui sont donc des jumeaux. Et en gros, ils doivent rénover la maison et ensuite la vendre, et l'argent de la vente leur revient à tous les deux. Donc ce fameux ami d'enfance va venir pour aider à la rénovation, mais bien sûr, puisque c'est une romance, Darcy est en crush sur lui depuis toujours, et notamment depuis quand même quelques années où voilà, il est devenu adulte et... voilà, physiquement il est devenu très bien aussi, il travaille dans le bâtiment, donc il est un peu costaud, un peu fort quoi, et elle, ça lui plaît bien, hein, il faut le dire, sauf que ce jeune homme, bien sûr, il est fiancé avec sa copine qu'il a depuis 8 ans, et Darcy, elle est là, ça va être chaud de faire la rénovation de la maison avec lui, tous les deux tout seuls, alors que lui il est fiancé, et que elle a qu'une envie, c'est de lui sauter dessus pour coucher avec lui. Et le point vraiment positif, c'était le personnage principal féminin, qui est assez différent dans le sens où vraiment j'ai trouvé qu'elle était hyper sexy. Elle était amusante, sarcastique, un peu loubarde, dans le sens où voilà, typiquement elle avait des piercings, elle voyageait beaucoup, elle savait complètement s'occuper d'elle, elle était très indépendante, et c'est vrai que c'est le genre de personnage que j'aime bien et que j'avais pas forcément vu dans d'autres romances, parce que souvent on a un peu soit ce genre de personnage, c'est plutôt pas le personnage principal dans les romances, ce qui veut pas dire qu'on a des personnages qui sont totalement, je sais pas, dépendants, girly ou ce genre de choses, mais c'est pas souvent le personnage principal, c'est souvent la meilleure amie en fait, et là justement c'est le personnage principal, donc c'est ça qui est hyper chouette. Et c'est aussi une femme qui assume complètement ses désirs et qui a une libido assez élevée.
et qui n'en a pas honte et qui n'hésite pas à le dire, à le faire sentir, etc. Et j'ai bien aimé ça aussi. Au contraire de Tom qui lui est plutôt tranquille, bien rangé, qui a pas l'air extrêmement en proie à ses désirs. Donc c'était plus intéressant d'avoir justement ce mec qui est un peu plus innocent, naïf, etc. Et la meuf qui est en mode j'ai des pulsions. Mec, ça va être compliqué. Malheureusement, ça s'arrête un peu là, les points positifs, parce que c'était quand même assez téléphoné. Tom a le charisme d'une moule en plastique, donc c'est un peu difficile de les imaginer ensemble en fait, puisque il est pas hyper charismatique, mais en plus, surtout, on se base sur le fait qu'ils ont une longue histoire, puisque ce sont des amis d'enfance, etc. Sauf qu'on n'a jamais l'impression qu'ils se connaissent tant que ça, et qu'ils ont passé tant de temps que ça ensemble quand ils étaient enfants. Des fois, tout d'un coup, ils sont dans une conversation, ils sont là « Eh, tu te rappelles, c'est moi qui t'ai appris à nager ?» Mais ils mentionnent juste ça. Et en gros, on n'a pas vraiment de scène entre eux où ils sont enfants, ados, etc. Et c'est ça qui manque en fait, parce que la base de leur relation, c'est le fait qu'ils se connaissent depuis toujours. Sauf que ça, on n'en a pas trop l'expérience, on va dire. En gros, c'est on nous dit quelque chose, mais on nous le montre pas. Et c'est toujours compliqué de s'attacher au personnage, de s'attacher à l'histoire, etc. Quand on nous montre quelque chose ou on nous dit quelque chose en passant mais qu'en fait nous on n'en fait pas l'expérience, c'est un peu compliqué, surtout quand on est censé développer une relation entre les deux. Donc c'était une romance sympatoche, mais c'était pas le livre de l'année. Ensuite les deux prochains, ce sont des services presse que j'ai reçus par NetGalley. Et j'ai lu Verity de Colleen Hoover. Colleen Hoover, c'est une autrice qui est quand même assez connue depuis bien des années, depuis au moins 5-6 ans. Et là j'avoue que j'ai vu qu'elle avait écrit un thriller. Et je me suis dit, eh ben pourquoi pas, parce que d'habitude elle écrit quand même pas mal de romances, et donc là c'était plus romance thriller, et je me suis dit que le résumé avait l'air vraiment cool, puisque on va suivre Lowen Ashley qui est une jeune autrice qui galère très clairement. Voilà, ses livres sont pas des best-sellers du tout, elle a des lecteurs et des lectrices bien sûr, mais c'est pas ouf quoi, elle fait pas le New York Times, la liste vous voyez du New York Times, etc. des best-sellers, très clairement. Elle est dans la dèche, voilà, sa mère vient de mourir, elle est dans la dèche, elle va se faire jeter de son appart, et en plus elle avait l'habitude d'avoir une relation sexuelle assez régulière avec son agent. Mais voilà, sa vie est vraiment un peu sans dessus dessous. Elle va être appelée par son fameux agent littéraire qui a une proposition à lui faire, apparemment d'une maison d'édition, qui va lui proposer d'écrire le reste d'une série de livres qui est écrit par la grande autrice Verity, et je sais plus du tout son nom de famille, Graham ou un truc comme ça, qui écrit une série de SFFF probablement pour les jeunes, qui est hyper connue, qui va être en 9 tomes, il y en a déjà 6 qui sont parus, sauf que Verity, il y a quelques mois, elle a eu un accident de voiture, et depuis apparemment elle est pas paralysée physiquement, mais en gros son cerveau en a pris un coup, et elle est plus capable de faire des choses basiques, elle peut plus manger, et on n'est même pas sûr qu'elle ait conscience de ça. Donc elle est dans un état pour... Voilà, personne ne le souhaite à personne. Lowen va rencontrer le mari de Verity qui s'appelle Jérémy, et qui est là pour représenter les intérêts de sa femme, et qui va lui dire, voilà, qui va lui expliquer tout ce qu'il faut qu'elle sache, et lui dire venez dans ma maison dans le Vermont, puisque il y a le bureau de Verity où il y a toutes ses notes, et vous allez avoir besoin minimum d'être là pour 3-4 jours pour voilà, prendre des notes, bien vérifier que vous avez toutes vos informations, et ensuite repartir sur New York. Le truc c'est qu'en plus cette famille, Jérémy et Verity, sont à moitié touchés par une espèce de malédiction, parce que ils avaient des jumelles, il y en a une qui est décédée, l'autre est décédée 6 mois après, et ensuite Verity a eu son accident. Donc autant vous dire que cette famille, vraiment il se passe quelque chose. Soit il y a une malédiction, soit ils sont vraiment passés 15 fois sous une échelle, je ne sais pas, mais pauvre famille quoi. Et Lowen, bien sûr, elle va aller dans cette maison où du coup elle va travailler dans le bureau de Verity, alors que Jérémy et son fils, je sais plus comment il s'appelle, sont là dans la maison. Et il y a aussi une infirmière qui s'occupe de Verity, puisque Verity est là en fait. Verity est au premier étage.
Sauf que c'est un thriller assez psychologique et il va se passer des choses, vous vous en doutez. Notamment que cette maison est assez... peut-être un peu assez sombre, voilà, elle est un peu flippante, que ce soit la maison ou du coup Verity. Que Lowen passe son temps à voir, genre en haut des escaliers, avec un couteau, ce genre de choses. Et là tu fais... Ah, et donc Lowen fait part un peu de ses doutes à Jérémy en lui disant il y a un petit souci, je crois que ta femme en fait elle peut marcher, et Jérémy bien sûr lui dit mais non mais t'es malade, bien sûr que non, enfin si elle pouvait réagir elle nous le dirait, elle ferait pas ça, elle nous ferait pas ça à nous, à son fils, ce genre de choses. Et voilà, donc on a une ambiance vraiment un peu tendue, très glauque, très sombre, et en plus de ça Lowen est là pour écrire le reste des tomes d'un livre, mais enfin de la série. Mais elle va trouver un manuscrit qui est l'autobiographie de Verity qu'elle a commencé à écrire, et bien sûr elle va se mettre à lire l'autobiographie de Verity qui est un manuscrit voilà, dont personne n'a connaissance, en se disant que ça allait la rapprocher de comment Verity voit la vie et voit les choses, et autant dire que c'est une bonne surprise. Oh oui, ça va être de la surprise. Alors j'ai beaucoup aimé Verity et je ne m'y attendais mais absolument pas, parce que je suis pas hyper fan de romance et de Colleen Hoover, donc j'ai été vraiment assez surprise de la qualité en fait de ce livre, qui m'a fait énormément quand même penser à Rebecca de Daphné du Maurier, puisque dans Rebecca on a voilà, la femme qui est la première femme de Maxime de Winter qui est décédée, et sa seconde femme qui vient habiter dans la même maison dans laquelle il habitait avec sa première femme, et il y a une espèce de un peu la présence fantomatique de Rebecca au fur et à mesure du livre et dans toute la maison etc, qui semble un peu hantée par sa présence. Et on est un peu dans ce style, puisque on est dans cette maison qui est la maison de Verity et de Jérémy, qui a toutes les marques de leur amour et de leur vie commune ensemble, et on a Lowen qui arrive un peu là, qui est là genre bonjour, je suis l'intruse, et des choses même pas paranormales, juste glauques et sombres et flippantes qui se passent dans cette maison, au point où vraiment à certains moments j'étais là genre oh punaise, et je regardais un peu genre si ma porte était ouverte, si j'entendais des bruits, vraiment ce genre de choses. Je flippais un peu, mais en même temps je flippe facilement, donc c'est pas vraiment voilà, c'est pas une grande nouveauté. On a une fin ouverte, on a Lowen qui pense quelque chose jusqu'à la fin de l'histoire, et à la fin évidemment retournement de situation, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas quelque chose qui sème le doute dans son esprit, et on est vraiment dans un jeu mental, psychique etc, où on ne va plus savoir qui croire. Lowen est plutôt fiable en tant que narratrice, mais en fait toutes les informations qui lui sont données sont très peu fiables, et donc c'est hyper intéressant. C'était un bon livre de mystère, c'était un bon thriller, il y avait vraiment du suspense et bien glauque, bien flippant. Donc moi franchement j'ai adhéré et j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a assez surprise, mais voilà, très bonne découverte. Le dernier livre dont je veux vous parler, c'est un livre d'horreur. Oui. Après vous avoir dit ah j'ai flippé quand même pendant Verity, la fille elle enchaîne avec quoi? Avec un livre d'horreur en plus. J'ai donc lu un deuxième SP, The Hollow Places de T. Kingfisher, qui est sorti en ce début octobre ou début novembre, 3 novembre je crois, pareil, donc j'ai dû le lire le jour de sa sortie, à nouveau seulement en VO puisque Verity a été traduit récemment en français, donc ça c'est cool, et puis 99% Mine est aussi traduit en français, After the Silence non, pas encore, et du coup The Hollow Places n'est pas encore traduit en français non plus. Anyway, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Carotte. En fait elle s'appelle Cara, mais tout le monde la surnomme Carotte. Voilà, c'est juste trop mignon en fait. Son oncle l'appelle Carotte et c'est juste trop chou. Bref, cette pauvre Carotte, elle vient de divorcer. Elle a 33 ans et puis bah du coup elle a plus de mari, elle a plus de maison, et même si voilà, le divorce c'est pas une mauvaise chose pour elle, c'est quand même chaud à 33 ans de se dire putain va falloir que je retourne chez mes parents. Mais son oncle va la sauver et va lui dire, puisque son oncle a un musée qui s'appelle The Museum of God
and Wonder and Taxidermy ou quelque chose comme ça. C'est genre le musée de Dieu et des merveilles et de la taxidermie ou je ne sais plus quoi. Vraiment un truc de ouf qu'on peut trouver seulement aux États-Unis, dans les États du Sud notamment. Je crois qu'ils sont en Caroline du Sud ou Caroline du Nord, une des deux Carolines. Et donc elle va se dire bah écoutez j'ai pas trop le choix, donc elle va aller aider son oncle qui a un problème au genou et son oncle va enfin se décider à comment dire à se faire opérer puisque du coup elle est là pour l'aider et va partir à la ville pour se faire opérer et donc elle est toute seule à gérer le musée mais bon elle est habituée, elle a passé toute son enfance là-bas, son adolescence, voilà c'est un musée qu'elle aime beaucoup même si c'est chelou puisqu'il y a plein de têtes d'animaux sur comment dire les murs, genre des ours empaillés, très sympathique. Et là tout d'un coup elle va découvrir un trou dans le mur et elle va se dire putain il y a un touriste qui a défoncé le mur et il ne me l'a même pas dit, ça se fait pas, etc. Une réaction tout à fait normale. Et là elle sort sa torche de téléphone et elle voit que dans le trou derrière c'est pas seulement genre un petit écart entre le placo et le mur en briques, non derrière il y a une espèce de corridor et là elle se dit non mais n'importe quoi, c'est pas du tout sur les plans, qu'est-ce qui se passe. Donc elle va demander à son amie qui tient le café à côté de venir l'aider, voilà, et de réparer le mur notamment. De base vraiment il n'y a aucun intérêt à aller dans ce couloir mais bon au bout d'un moment ils se disent punaise d'accord on doit réparer le mur mais ce serait plus facile si en gros il y avait une sortie du côté du couloir, comme ça on peut réparer de l'intérieur et voilà c'est plus pratique que de réparer de l'intérieur du musée, voilà c'est plus pratique de réparer de l'intérieur du couloir. Ils se rendent compte qu'ils sont dans une espèce de couloir qui ne peut pas exister dans le sens où ça monte et il y a des marches etc. Ils sont là mais là on devrait être sur le toit, là c'est pas possible. Non ils sont toujours dans le couloir. Et ils vont sortir de ce couloir et découvrir un parc, une espèce de grande plaine avec des saules pleureurs, oui des willows, dans la brume qui sont assez flippants et ils sont là genre oula mais qu'est-ce qu'on a fait. Et du coup c'est un peu le trou dans le mur et un peu la porte d'entrée vers ce qu'ils appellent un Narnia diabolique, puisque direct ils se disent, enfin pas direct d'ailleurs mais ils se rendent compte qu'ils ne sont plus dans leur monde. Sur sur le résumé il y a la phrase Pray they are hungry qui veut dire prier pour qu'ils soient affamés. Et le truc c'est que tu te dis mais pourquoi il y a ça qui est gravé sur les murs, il y a aussi marqué ils peuvent entendre vos pensées et toi tu es là genre mais qui il en fait, qui c'est. Et alors on a cette espèce de livre d'horreur où bien sûr ils sortent un peu explorer le monde et ils ne retrouvent pas leur porte, où en fait ils sont dans une espèce de monde vraiment très étrange et très glauque. Et c'est pas des trucs d'horreur de base dans le sens un mec avec une tronçonneuse qui arrive ou je ne sais pas quoi, vraiment. C'est juste des détails très très étranges. Ce livre, pareil, c'est une excellente découverte. Je ne m'y attendais pas forcément, j'en avais pas trop entendu parler, mais c'était vraiment excellent pour moi, avec tout ce qu'il faut en fait d'assez étrange et d'assez original pour nous faire nous sentir vraiment pas à notre place dans ce monde de saules pleureurs maléfiques. Et on n'a rien qui est très comment dire évident, on n'a rien de frontal on va dire, mais la peur est vraiment genre sous-jacente et on a cette espèce d'ambiance glauque à souhait, poisseuse. On était dans de la très bonne horreur et j'ai gravement apprécié ce livre qui m'a suffisamment mis mal à l'aise vraiment et m'a permis de rentrer complètement et totalement dans cet univers et de me sentir là-bas, de me sentir piégée là-bas. Et vraiment quand un livre d'horreur arrive à vous faire ça, je pense que c'est vraiment un coup de maître et je le recommande à 200%. La caméra m'a coupé parce que ça veut dire que j'ai encore trop parlé puisque ça faisait 30 minutes que je bavardais avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Dites-moi dans les commentaires quel est votre dernier coup de cœur, si vous avez lu aussi un peu des livres d'horreur, des choses un peu thriller, horreur, roman psychologique à me recommander puisque je suis toujours dans un très gros mood glauque depuis octobre et ça continue en novembre. Donc je veux bien quelques recommandations. En attendant la prochaine fois, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao!